Bonsoir. En toute franchise, ce soir, nous recevons un invité exceptionnel, une figure emblématique du monde académique et de l'ingénierie au Cameroun. Le professeur Robert Zengwa, ancien doyen de la faculté de génie industriel de l'université de Douala, devenu l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Il a marqué de son temps et de son empreinte des générations d'ingénieurs, autant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé qu'à la faculté, à l'ex-faculté de génie industriel de Douala. Mathématicien hors pair, c'est un ingénieur des ponts et chaussées de renom. Son parcours universitaire est jalonné d'une licence et maîtrise en mathématiques obtenue à l'université de Yaoundé alors, d'un DEA et doctorat en mathématiques appliquées à l'université Pierre et Marie Curie à Paris 6. Et bien sûr, de son diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées obtenu à l'école des ponts et chaussées de Paris. Au-delà de son parcours académique, le professeur Robert Zengwa est un homme de terrain, un véritable bâtisseur. Il a dirigé de nombreux projets d'envergure apportant son expertise à la conception et la réalisation d'infrastructures essentielles pour le développement de notre pays. Il est également un auteur prolifique. Son dernier ouvrage, intitulé « Modèle de plaques et de coques », est salué par la communauté scientifique internationale. Il propose dans ce livre des modèles innovants pour le calcul des structures, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'ingénierie à l'échelle mondiale et pour l'ingénierie moderne tout court. Au moment où au Cameroun, le discours public planche sur l'industrialisation de notre pays, l'industrialisation de l'économie de notre pays, avec en ligne de mire l'émergence annoncée pour 2035, nous voulons explorer avec le professeur Robert Zengwa et en toute franchise ce soir, sa vision pour l'avenir de l'ingénierie au Cameroun et surtout sur l'impact de cette ingénierie sur les ambitions de développement du pays et du continent tout entier. Robert Zengwa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Alors, avec vous, nous allons essayer d'ouvrir une brèche en matière de réflexion sur les questions d'industrialisation et notamment de l'industrialisation de notre économie, en parlant bien évidemment de la formation qui vous tient à cœur. Vous, le chercheur, l'enseignant, l'universitaire, est-ce que la description que nous avons faite de vous avant d'entrer dans cette émission vous convient ou il y a des choses que vous souhaiterez ajouter et peut-être soustraire? La seule chose qu'on peut ajouter, c'est que j'ai fait le lycée technique de Douala, la série E, mathématiques et techniques. Donc vous voyez toujours que les deux vont ensemble. C'est pas anodin de le dire. Voilà, les vous deux êtes vont un pur produit qui est parti du terroir. Oui, effectivement. Parce que dans la technique, il y a beaucoup de calculs. Il y a des prévisions. Et pour ça, il faut être outillé pour pouvoir faire toutes ces analyses-là. Il n'y a pas que les analyses techniques. Il y a des analyses autres. Par exemple, étudier le marché, étudier le comportement, concevoir quelque chose de nouveau en fonction de ce qu'on voit sur le terrain pour améliorer ce qui existe. Tout ça, ça demande des concepts rigoureux qui exigent la connaissance de mathématiques. Et je pourrais vous faire comprendre que les mathématiques, ce n'est pas uniquement dans l'ingénierie mécanique, comme on dit souvent. Les mathématiques, c'est partout, parce que c'est la rigueur. Si vous avez à faire quelque chose et vous n'avez pas un raisonnement rigoureux, vous risquez de vous en... Voilà, on reviendra peut-être sur ce que les mathématiques peuvent apporter dans cette ambition d'industrialisation de notre économie et de développement. Mais avant d'y aller, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir d'abord les mathématiques et ensuite l'ingénierie, plus tard les ponts et chaussées comme voie professionnelle? En fait, à notre époque, il n'y avait pas les services d'orientation. Donc, on discutait souvent avec nos aînés et ça nous donnait l'ambition. Mais j'avais déjà cette ambition tout petit parce que moi, j'ai fabriqué les routes et je mettais comme goudron du charbon que j'écrasais dessus pour faire de la route. Vous fabriquez des routes et vous mettez du charbon comme goudron. Oui. À l'époque, c'est-à-dire c'était une planche qui roule sur les bouteilles. Tous les enfants de notre âge ont vu ça. Et on a fabriqué des maisons en terre battue. Et d'ailleurs, j'ai développé ça après ma thèse au point que j'ai gagné un très grand marché à l'Est dans le projet Géovic. C'était un marché vraiment très costaud. Malheureusement, dès que nous avons commencé,
il y a eu beaucoup d'interventions vraiment malicieuses qui ont arrêté le projet. Le projet Géovic à l'est du Cameroun, à Lomé, oui. C'est parce que j'avais développé à partir de mon projet d'enfance, des maisons en terre battue, j'avais développé un système qui a été vraiment tellement intéressant au point que ça a intéressé les Américains. Et quand ils ont vu ça, ils m'ont appelé et j'ai fait des projets, vraiment, ils ont adhéré. Mais comme il y a eu de mauvais esprits qui disent « mais pourquoi c'est lui, pourquoi machin ?» Ils ont demandé qu'on fasse un appel d'offres. On a fait un appel d'offres international dans lequel il y avait des Américains, des Européens, des gens de l'Afrique du Nord et autres. Et c'est moi qui ai gagné ce projet-là. Et c'était aux États-Unis que ça a été analysé. Moi, j'ai gagné ce projet à partir d'un projet qui m'a tenu depuis mon enfance. Alors, dites-moi, c'est la question peut-être que j'allais vous poser dans la foulée, de savoir s'il y avait un projet particulier dans le domaine de l'ingénierie qui vous a beaucoup marqué dans votre parcours. Je vois visiblement que c'est ce projet-là. Et vous parliez tout à l'heure des interventions malicieuses. Quelles sont les véritables difficultés que vous avez rencontrées autour de ce projet? Non, en fait, le Cameroun est très compliqué. Tout le monde le sait, ce n'est pas moi qui le dis. Dans ce projet, il y a beaucoup de gens qui ne voyaient pas qui était derrière moi. Il faut dire la vérité. Et moi, je suis un scientifique. Je ne contourne pas la vérité. Quand vous dites voir qui était derrière vous, c'était voilà, quoi très exactement? C'est de savoir pour être terre à terre. Pour être terre à terre, ça veut dire qui me recommande. Qui est mon... ou bien... votre mentor. Voilà, votre mentor. Vous voulez dire qu'on n'a pas supporté que ce soit votre enfance qui vous recommandait? Voilà. En fait, c'est un projet qui m'a marqué et j'ai commencé à le faire. Même mes collègues, quand ils faisaient cette recherche, mes collègues disaient, mais un mathématicien, qu'est-ce qu'il vient faire dans le poto-poto et tout ça, et ainsi de suite. Même ce que je construisais comme prototype à l'école polytechnique de Yaoundé à l'époque, il y en avait qui regardaient ça de mauvais oeil. Mais il a fallu qu'un Américain venant de Salt Lake City vienne ici au Cameroun et dise que voilà ce qu'il me faut. Et quand j'ai travaillé avec lui, on a sorti quelque chose qui était merveilleuse. Je vous assure, le directeur du projet est un ancien Marines. Quand il voyait mon projet, il voyait le projet proposé par les Américains, les Français, il disait qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Et ça vous a valu pas que d'amitié. Voilà. Alors, mais dites-moi, vous avez été doyen, oui, et peut-être même, j'ai envie de dire, pionnier de l'ex-faculté de génie industriel de Douala. Je ne reviendrai pas sur votre parcours à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Vous avez fait aussi un parcours là-bas. Alors, à l'ex-faculté de génie industriel de Douala, y a-t-il un projet comme celui que vous venez de citer, dont vous êtes particulièrement fier, vous qui avez été, je veux dire, à la cheville ouvrière de la structuration de cette institution? En fait, le recteur de l'époque, le professeur Bekolo, avec toute son équipe, il m'avait fait confiance parce qu'il savait que j'avais beaucoup d'expérience sur le terrain. Et notre problème, c'était de pouvoir former des ingénieurs scientifiques. Un pays qui n'a pas des ingénieurs scientifiques ne peut pas se développer et ne peut pas émerger. Je m'explique. Qu'entendez-vous par ingénieur scientifique? Et vous le comparez à quoi? Oui, je vais vous tout de suite montrer les deux exemples d'ingénieurs. Un ingénieur scientifique, c'est d'abord quelqu'un qui est, je peux dire qu'il a de grandes connaissances scientifiques. C'est d'abord un grand scientifique. C'est-à-dire qu'il connaît la physique, il connaît la chimie, il connaît la mécanique, il connaît les mathématiques appliquées dans toutes ces choses-là. Et puis maintenant, il apprend de l'ingénierie. Parce que l'ingénierie, c'est déjà de la professionnalisation. On vous dit, voici, s'il y a telle chose, faites comme ça, s'il y a telle chose, faites comme ceci. Mais dès qu'il y a un problème, vous êtes coincé. Et regardez, la plupart de nos entreprises ici, les ingénieurs qui y sont ne peuvent pas innover quand il y a des problèmes. Regardez le problème de l'Ukraine. Tout de suite, on a été bloqué parce que les gens ne pouvaient pas faire autrement. Si vous prenez toutes nos industries qu'on a ici au Cameroun en ce moment, bien qu'on les appelle les industries, ces entreprises ne peuvent pas s'en sortir si on les met un embargo, par exemple sur un équipement. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas comment, ils n'ont pas des ingénieurs. Quel terme associerez-vous donc aux ingénieurs qui sont actuellement formés chez nous? Non, je veux dire, notre ambition c'était de former les ingénieurs scientifiques, parce que qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, il y a les ingénieurs d'application. Quand vous prenez par exemple... donc nous avons plus d'ingénieurs d'application. Voilà, que d'ingénieurs scientifiques. Ce que vous appelez souvent les ingénieurs de pointe. Voilà, les ingénieurs de pointe, c'est des gens qui peuvent voir, ils comprennent toute la science qui est derrière l'affaire et ils peuvent hacker.
Qui peuvent même concevoir. Voilà, ils peuvent modifier, ils peuvent adapter un certain nombre de choses parce qu'ils connaissent la science qui est derrière tout ça. Contrairement à celui pour qui on fait tout, on lui dit s'il y a tel bouton, si c'est vert, allumez ici, si c'est ceci, changez telle pièce, ainsi de suite, ainsi de suite. Même pour faire ça, tous ces programmes d'intelligence artificielle, c'est des ingénieurs scientifiques qui sont derrière, qui disent que bon, voilà, si ça fait ça, faites comme ceci, machin, et puis finalement on programme ça, ça devient même de façon automatique. Quand vous prenez la France qu'on connaît, hein, il y a les ingénieurs grandes écoles, on ne les confond pas avec les autres. Hein. C'est-à-dire que les ingénieurs d'application qui viennent des écoles des deuxièmes zones, comme on pourrait dire, c'est ceux qui appliquent les théories sophistiquées que les autres ont élaborées et on les explique très bien, ils comprennent, après ils peuvent faire beaucoup de choses. Alors si vous n'avez pas dans votre pays des gens qui sont capables de voir quelque chose qu'on a fait et soient capables de reproduire ou de copier. Regardez, on connaît toutes ces histoires d'espionnage. Par exemple, les Russes qui viennent en France, par exemple, ils voient comment Concorde est faite et ils partent construire les parts. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Il doit savoir quel est le type de matériaux qu'il faut faire ici, qu'est-ce qu'il faut faire là, qu'est-ce qu'il faut faire là. Si vous prenez un ingénieur d'application, il ne pourra pas. Or, si nous voulons émerger, on doit avoir ce genre de personnes qui voient quelque chose, ils disent, bon, ok, on comprend ce qui se passe. Si on n'a pas telle pièce, on peut faire quelque chose qui va faire fonctionner. Voilà, une alternative qui va faire fonctionner. Alors, professeur Robert Zengwa, on va revenir peut-être un peu plus largement sur l'avenir justement de cette ingénierie et de la formation des ingénieurs dans notre pays. Je vous propose le premier arrêt de cette émission. On va vous proposer un reportage qui met en exergue un certain nombre de difficultés infrastructurelles et notamment routières dans notre pays. Et tout juste après, nous revenons pour la suite de cet entretien. Axe Douala-Boné-Poupa, ça roule, mais pas comme sur du bitume. Tous les espoirs que les riverains portaient sur la nouvelle entreprise chargée de l'exécution des travaux, après la résiliation du contrat du Tchadien Incobat, disparaissent progressivement au point de laisser un goût d'inachevé. Nous sommes des petits débrouillards qui tombent de 14 pour vouloir rejoindre des coins comme 14 Boné-Poupa. Mais nous avons eu de la peine et beaucoup de souffrance avec Incobat. On nous a présenté une nouvelle société, nous a dit que la grâce est venue seule. Captain est vraiment pourtant venu ce moment, c'est un document pour nous enterrer. Captain ne fout absolument rien. Ils ont engagé le chantier à partir du Carrefour PK14. Arrivé au niveau de PK20, ils ont disparu. Présentement, ils se retrouvent loin à Boné-Poupa. Le milieu des axes qui reste là, c'est le pire. La terre qu'ils ont mis là comme la boue, elle s'est lavée avec la circulation des gros porteurs. Finalement, nous sommes encore devenus plus misérables. Les travaux sont visiblement à l'arrêt au regard des engins qui sont stationnés le long de la route et dont les usagers n'ont plus entendu le vrombissement des moteurs depuis plusieurs mois maintenant. Bon, la route est en cours du travaux, mais ce qui est là, de 14, 21, c'est déjà un peu bon. Mais quittant de 21 jusqu'à Boné-Poupa, la route n'est pas encore en cours. Mais maintenant, nous, les benzineurs et les taximens, on souffre de la poussière et des cassures. Une situation désagréable qui n'est pas sans incidence, notamment sur les coûts de transport et le déplacement des citoyens. À cause de cet état, donc, les mototaximens nous donnent les prix augmentés, puis on paye le transport très cher, 521, 14, c'est 500. Et vous-même, quand vous regardez, vous constatez derrière là-bas, il y a les marécages là-bas. Pour traverser même de l'autre côté, on nous porte au dos et on paye 200. Donc, vraiment, l'état de la route, c'est pas bon, ça ne donne pas. Au moment où la saison pluvieuse s'annonce en grande pompe, les populations de cet axe routier ne demandent qu'à voir cette route être enfin bitumée pour un projet initié depuis plus de 7 ans maintenant. Retour sur ce plateau et en toute franchise ce soir, nous sommes en compagnie du professeur Robert Zengwa, l'ancien doyen de l'ex-faculté de génie industriel de Douala, est avec nous et nous abordons avec lui la question de l'ingénierie, de la formation de l'ingénierie, mais surtout de l'impact de l'ingénierie sur la nécessaire transformation industrielle voulue pour l'économie nationale. Professeur Robert Zengwa, vous avez écouté ce reportage qui dresse quelques difficultés des usagers sur une route que vous avez longtemps pratiquée. En tout cas, pour aller à la faculté de génie industriel, vous y passiez. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, j'avais une entreprise de construction de routes. Et cette entreprise est morte à cause de l'État. Parce que l'État doit encadrer nos entreprises. Ce n'est pas normal qu'on veut construire une route, par exemple, de 216 milliards, comme on est en train de parler, et c'est les étrangers qui viennent construire ces routes-là et ils partent avec tout l'argent. Et quand on regarde ces entreprises multinationales qui viennent, ils viennent avec quelques expatriés. C'est encore les mêmes Camerounais qui travaillent là-bas. On doit se poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que lorsque les expatriés viennent, ils prennent 90% des Camerounais dans les entreprises, parfois même plus, ils réussissent. Et quand on prend les mêmes Camerounais, on les met quelque part, ça ne marche pas. On doit se poser de bonnes questions. Et vous avez posé la question? Alors, vous avez posé la question? Oui, si. J'ai même fait une étude à l'époque, étant à l'école polytechnique de Yaoundé, où on a fait des enquêtes, on a fait des analyses, on a montré ce qui faisait que les entreprises camerounaises ne s'en sortent pas. Pourquoi? Les entreprises camerounaises n'ont pas un soutien financier. Parce que vous gagnez un marché, vous avez des ingénieurs compétents et tout, vous introduisez votre décompte, un an après, vous n'êtes pas payé. Mais vous ne pouvez pas garder ces ingénieurs. Ils vont aller chercher ailleurs. Et les multinationales vont les prendre parce que dès que les multinationales vont gagner ce chantier, les banques vont les soutenir et ils vont les mettre dans de bonnes conditions et ils vont travailler très bien. Je peux vous rappeler, j'ai discuté un jour avec le directeur général d'une grande banque multinationale. Argument contre argument, argument contre argument, il m'a dit à la fin qu'ils ne sont pas là pour nous. Il m'a dit ça en confidence que nos banques, la mission qu'il leur est confiée, ce n'est pas pour les nationaux. Non, ce n'est pas pour les nationaux, c'est pour les entreprises. Donc, de temps en temps, on les force un peu la main pour qu'ils fassent un certain nombre de choses. Mais quand j'entends les gens dire qu'il faut respecter ce que l'Organisation mondiale du commerce décide, mais je dis que vraiment, c'est la foutaise. Nous, on n'a pas conçu ces lois-là pour nous. Ils ont conçu ça pour eux. On doit concevoir des choses qui nous permettent. Il y a des petits pays en Afrique, disons que nous appelons petits pays, qui s'en sortent. Pourquoi ils s'en sortent? Il faut qu'on l'aille demander. L'île Maurice est venue ici à un moment donné nous enseigner certaines choses que nous connaissons très bien, que nous avons enseignées aux enseignants. Le problème, c'est qu'une entreprise qui n'a pas un support financier perd ses meilleurs éléments. Et ils partent tous. Et ils recommencent. Quand l'argent arrive, il n'a plus les bons éléments. Et même s'il a quelques éléments nouveaux qu'ils prennent, ils ne connaissent pas l'histoire du chantier. Surtout les chantiers de route sont très compliqués. Chaque mètre que vous ouvrez, c'est des nouveaux défis. C'est de nouveaux défis. Donc il faut des gens qui ont une certaine histoire, qui sont là, qui connaissent comment la maison marche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut garder des bons ingénieurs. On ne peut pas nous dire, comment on veut m'expliquer que les mêmes ingénieurs, les mêmes techniciens partent chez les multinationales, ils réalisent des prouesses. Et quand ils travaillent avec les entreprises quand ils travaillent avec les entreprises camerounaises, ils ne s'en sortent pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut qu'on cherche ça. Et j'ai fait une recherche à l'époque, à l'école polytechnique, on a fait des analyses des composants principaux. On a vu que le vrai problème, c'était le paiement. C'est-à-dire, les entreprises n'ont pas les moyens financiers à temps. Quand vous demandez même une avance de démarrage, parfois on vous donne ça à la fin du chantier. L'avance de démarrage. L'avance de démarrage pour un chantier. Alors, professeur Robert Zengwa, oui. Vous voyez bien que nous sommes en plein dans les questions liées au développement et, je veux dire, à la dynamique de notre économie. De votre point de vue, l'ingénieur que vous êtes, s'il y a des secteurs clés de notre économie qui devraient bénéficier de l'attention particulière des ingénieurs et de l'ingénierie, vous citeriez quoi en premier? Bon, premièrement, il faut voir les secteurs qui nous font sortir beaucoup de devises. Et c'est le secteur des infrastructures. On ne peut pas m'expliquer que depuis 1971 qu'on a créé l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, qu'il n'y ait pas des ingénieurs aujourd'hui à qui on a confié des grands projets nationaux qu'ils ont conçus, ils ont mené à bien et ils ont remis les clés. Il n'y en a pas. Ça veut dire que nos dirigeants ne font pas confiance à ceux-mêmes, à les enfants qu'ils ont formés. Même pas vous? Vous n'en avez pas eu? Il y a quand même des projets auxels vous avez été... Oui, mais pas en tant que Camerounais. Hein? C'est des entreprises étrangères qui vous ont sollicité dans les projets souvent dans des grands gagnés. Projets. Parce que je peux vous dire, j'ai un cabinet, j'ai souvent soumissionné, on préfère prendre mes étudiants que de me prendre. Hein? Parce qu'ils disent qu'avec moi, ce serait trop compliqué, je suis trop rigide. Mais pourquoi vous êtes compliqué? On dit que vous êtes rigide. Non, ils disent que je suis trop scientifique et je ne pourrais pas accepter la magouille. Hein? Ça, je suis connu comme ça, que je ne pourrais pas accepter la magouille. Ils veulent les gens avec qui ils vont jongler à gauche, à droite pour faire un certain nombre de choses. Parfois, on m'interdit même de venir dans certains chantiers
parce que quand il veut voir certaines choses qui ne tiennent pas la route... Mais on vous a quand même vu sur l'ouvrage du deuxième pont sur le Vouri, vous avez quand même... Non, je suis passé juste, c'est mes étudiants qui étaient là-bas. Oui. Et ils ont appliqué certaines solutions que nous avions à l'école. Et ça a été appliqué là-bas, et ça a marché. Mais si je viens là en tant que tel que je veux qu'on me recrute, ça va être des problèmes très compliqués. C'est ça ce que je dis. Par exemple, l'aéroport de Simalin, je n'ai pas travaillé là-bas comme une entreprise camerounaise. Moi, j'étais dans une entreprise allemande qui faisait tout le contrôle de l'aéroport. C'est-à-dire, pour être clair, pour que nos téléspectateurs comprennent, on vous refuse, lors de vos soumissions, on refuse votre participation en tant qu'entreprise camerounaise, mais on l'accepte finalement quand une entreprise étrangère qui a gagné le même marché vous sollicite en tant qu'expert. Voilà, c'est ça. Parce que les gens ont peur de ce qui est bien fait. Et quand on sait que vous êtes tellement rigoureux, là, vous avez des problèmes. Et dans beaucoup de chantiers, j'ai rencontré même des jeunes que j'ai formés. Des jeunes, ils disent que non, ça, c'est du haut niveau. Hein? Et parce que je regarde ce qu'ils font, je me rends compte qu'ils sont un peu plus bas. Ils utilisent un niveau un peu plus bas alors qu'ils auraient pu aller plus loin. J'ai envoyé des étudiants, par exemple, à Natigal. Hein? Ils ont posé quelques questions là-bas et les ingénieurs européens qui étaient là-bas ont eu peur. Ils leur demandent, mais qui vous a dit ça? Qui vous a posé des choses comme ça? Qui vous a expliqué ces choses-là? Et ils sont revenus me dire, mais si je partais là-bas, ils allaient refuser. Hein? Vous comprenez? Pourtant, vos étudiants l'ont fait. Oui, voilà, alors, ça. professeur Robert Zengwa, j'ai failli vous poser la question de savoir quel est, de votre point de vue, quels sont les problèmes majeurs de l'ingénierie et les solutions. Je vois que vous avez déjà énuméré et apporté quelques solutions, notamment le paiement, la qualité de la formation de ces ingénieurs. Mais au moment où la technologie est en train de connaître une profonde mutation, notamment avec l'intelligence artificielle, est-ce que les mathématiciens pointus comme vous, l'ingénierie ne va pas connaître une métamorphose? Dans quelles conditions les technologies nouvelles, et notamment l'intelligence artificielle, peuvent être associées à ce domaine pour contribuer justement à notre développement et notre transformation industrielle? Oui, le problème, c'est que quand un nouveau mot sort, tout le monde s'engouffre et on parle de ça à tort et à travers. L'intelligence artificielle, c'est les hommes qui lui mettent la source, qui lui mettent l'intelligence. Et puis, ils gèrent. Comme c'est un instrument, ce n'est pas un être humain. Il ne gère pas en pensant que son enfant est malade. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'émotion. Lui, il utilise l'intelligence qu'on lui a donnée. Mais les gens pensent les hommes ne vont plus exister. Ils mentent. C'est les hommes qui donnent ces intelligences. Si les chercheurs ne sont pas l'intelligence artificielle, ne peuvent pas faire une recherche. C'est des hommes qui font des recherches et programment en disant que dans telle situation, c'est eux qui créent les bases de données et les bases d'expérience que l'intelligence artificielle utilise et qu'on programme. C'est des hommes qui programment tout ça. Donc on ne peut pas dire qu'on va mettre les hommes à côté. Et puis j'ai dit que pour notre société, c'est trop tôt. Parce qu'il manque les fondements des bases. Par exemple, j'avais discuté avec des collègues à l'époque, dans l'année 2000, quand on parlait encore de l'autoroute de l'information. On ne disait pas que c'était l'Internet et autres. Et moi, j'étais d'avis contraire. Je leur disais que l'autoroute de l'information que vous êtes en train de voir là, ça va nous ruiner complètement si nous ne faisons pas les bases de l'ingénierie, c'est-à-dire construire nos routes, construire nos ponts, construire même nos véhicules, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que comment ça fonctionne? Quelqu'un qui a besoin d'une pièce qui se trouve à 6000 km, tout de suite, il tape dans son net, il voit l'entreprise qui a ça, il compare déjà les coûts, il peut téléphoner déjà, il dit « moi, je veux telle chose ». Et on dit « bon, ok, moi, j'ai ça en stock, vous allez prendre ça comment, payez-moi comme ceci, ainsi de suite, et je vous envoie ça comme ceci parce que peut-être il faut que ça prenne l'avion, il y a l'aéroport à côté, peut-être il faut que ça prenne le train, il y a machin. » Bon, nous, on parle de ça. Si vous, quelqu'un à Penja, un champ où il produit 2000 tonnes de plantains et quelqu'un au nord veut ça, il fait comment pour envoyer ça au nord? Pas d'infrastructure. Et il n'y a pas d'infrastructure. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas les bases là, vous pouvez parler d'intelligence artificielle, tout ça, ça ne va pas vous servir. Parce qu'il faut avoir ces bases. Tous ceux qui parlent de ça, ils ont les bases que nous n'avons pas. Hein? Il faut les rails, il faut les routes, il faut les hôpitaux, il faut un certain nombre de choses que nous n'avons pas à la base. Donc vous dites qu'à la conquête de la technologie et de l'intelligence artificielle, nous avons plutôt mis la charrue avant les bœufs? Oui, et je le dis et je peux le prouver à qui veut l'entendre. Parce que si vous êtes à 10 000 km d'ici, vous avez un produit,
vous voulez vendre, vous pouvez passer ça à l'Internet n'importe comment. Mais comme les produits ne peuvent pas se déplacer seuls, il faudrait quelque chose pour les déplacer. Hein? Et là, tout de suite, vous êtes coincé. Donc, il faut penser d'abord à avoir toutes les infrastructures primaires. Et je dis que c'est un endroit, c'est là où notre pays paie le plus d'argent. J'ai entendu parler de la route Gandere-Garoua ou bien quelque chose de ce genre où il faut mettre 216 milliards. Vous voyez, une entreprise nationale ne va pas gagner ce marché, malgré toutes les conditions qu'on va mettre là. Et puis, les Occidentaux vont venir, les multinationales vont venir, ils vont recruter des Camerounais et ils vont prendre cet argent-là, ils vont partir. Après, on va dire qu'on a des problèmes de devises. Non, je dis qu'il ne faut pas suivre bêtement toutes ces lois qu'on dit OMC et autres, tout ça. Ils ont fait ça pour eux. Nous devons encadrer un certain nombre d'entreprises, les créer. On a vu ça dans d'autres pays, comme l'île Maurice et autres. Donc, on prend des entreprises, on les encadre. Ces entreprises-là grandissent, ça fait monter d'autres sous-traitants qui sont des autres grandes entreprises. Quand ça devient des mastodontes, on les privatise. En ce moment-là, l'État quitte l'affaire. Et les devises restent chez nous. Voilà, et l'affaire marche, et l'ingénieur... C'est quand les gens travaillent qu'ils développent des expériences. Hein, et souvent, les gens n'ont même pas de plan d'expérience. Vous prenez un jeune qui vient de sortir de l'école, comme on l'a appelé ingénieur, vous lui donnez un bâtiment de 16 étages à construire. Il n'a pas encore l'expérience. Il faut qu'il soit encadré. Il faut que les ingénieurs qui sont sur place l'encadrent et ainsi de suite pendant des années. Après, il va prendre son envol et il pourra faire des choses. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on étudie. On ne se lève pas au hasard comme ça, on déclare n'importe quoi. Très bien. Ça se dit, on fait un programme et on fait une planification et on essaie de le suivre. Très bien. Professeur Ozaï Zengwa, le deuxième arrêt traditionnel de cette émission, c'est la parole que nous donnons à quelques confrères. Ils vont vous poser une ou deux questions auxquelles vous allez certainement répondre. Et tout juste après, nous allons continuer avec cet entretien. Professeur Zengwa, bonsoir. Depuis l'obtention de votre baccalauréat E au lycée technique de Douala en 1978 jusqu'à votre habilitation à diriger les recherches en mécanique de structure en 2008 à l'université de Douala, vous avez ausculté tout ce que les mathématiques ont de meilleur à offrir. Concrètement, comment le mathématicien que vous êtes a-t-il impacté le Cameroun sur sa marche vers l'émergence? Pour ce qui est du génie civil, vous êtes un érudit, notamment dans le domaine des ponts et chaussées. Sur plus de 110 000 km de route, moins de 15% sont aménagés en dépit des matériaux de construction dont dispose le Cameroun. Est-ce un problème de ressources humaines ou un problème de gouvernance? Dans une autre vie, architecte, je dois avouer toute mon admiration compte tenu des œuvres que vous produisez, qui sont quand même des œuvres qui font parler d'elles, marquées d'une bonne dose d'iconique. Je voudrais cependant, en tant que journaliste, veilleur, sentinelle de la société, relever un certain nombre de questions aussi. La première, sur une échelle de 1 à 10, où place-t-on l'ingénierie camerounaise? Dans un contexte où, pratiquement ailleurs, on voit aujourd'hui le cas de la Chine. On a des ouvrages, peut-être le pont de Bépandjan par exemple, qui est un ouvrage placé à 300, pratiquement à 300 mètres au-dessus du sol, ce qui correspond pratiquement à un immeuble de 200 étages. On n'en voit pas encore au Cameroun. Si on prend par exemple le cas de nos différentes routes, au Japon, on sait que les Japonais ont atteint un niveau où, à partir des routes, on peut produire de l'énergie électrique en fonction d'un système qu'ils ont essayé de mettre sous le sol, qui fait en sorte que chaque pas qui est marqué par un individu japonais produit de l'électricité pour la société japonaise. Alors aujourd'hui, quand on regarde nos routes, vous par exemple qui êtes du Mongo, vous vous souvenez qu'il y a eu l'entreprise Bourdin et Chaussée il y a pratiquement 50 ans qui a produit les routes qui durent jusqu'à présent. On voudrait savoir pourquoi nos routes ne durent plus. Et surtout la question principale reste: où place-t-on notre ingénierie aujourd'hui, professeur? Merci déjà et très bonne émission à vous. Ce jour, il y a un gap entre la formation académique dispensée dans l'université et les réalités professionnelles. Dites-nous, comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Il y a 5 ans environ, le GICAM dénonçait effectivement ce problème que je viens de souligner. Qu'est-ce qui a été fait? Bien, qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez directeur de la faculté de génie industriel à l'université de Douala? Deuxième question.
Vous êtes également spécialiste en pont et chaussée. Vous savez effectivement que la réalisation des ouvrages dans notre pays est un réel problème. Qu'est-ce qui fait problème réellement à ce niveau-là? Est-ce un problème de finances ou c'est un problème technique, autre chose? Ou pensez-vous effectivement que nous avons suffisamment de ressources pour réaliser des ouvrages de qualité chez nous? Et nous sommes effectivement dans un pays qui connaît des problèmes avec les routes. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi le Cameroun n'a pas de route? Merci beaucoup. Avec le professeur Robert Zengwa, l'ancien doyen de l'ex-faculté de génie industriel de l'université de Douala. C'est un mathématicien, c'est un ingénieur de pont et chaussée. Le professeur Robert Zengwa, en toute franchise, nous livre sa vision ce soir sur le secteur de l'ingénierie dans notre pays, mais surtout sur l'impact potentiel de ce secteur sur les ambitions de transformation de notre économie, en transformation de cette économie en économie industrielle. Professeur Robert Zengwa, nos trois confrères vous ont donc posé les questions. La première, on va commencer par la dame, nous sommes galants. Monique Naoussi, de Canal 2 International, s'inquiète de ce que moins de 15% des routes dans notre pays sont bitumées. Elle a d'abord posé la question de savoir en quoi est-ce que les mathématiques peuvent réellement impacter pratiquement le développement économique. Et ensuite, elle vous pose la question de savoir qu'est-ce qui nous manque pour la construction de nos infrastructures. Ressources humaines, ressources matérielles ou ressources financières. Je crois que c'est le deuxième volet de la question aussi de Hervé Villandilé. Alors, nous avons tout ce qu'il nous faut. C'est un problème de gouvernance. Il faut faire confiance aux gens. Quand vous parlez de la Chine, c'est les Chinois qui construisent la Chine. Quand vous parlez de l'Allemagne, c'est les Allemands. Chez nous, on veut toujours que ce soit les étrangers. Et nous formons les gens, on dit qu'ils ne sont pas compétents, comme le JICAM a souvent dit. Et quand ils partent en Europe, dans d'autres pays, on les met le tapis rouge. Est-ce que c'est sérieux ça? Il faut que les gens vraiment fassent une vraie analyse et ils encadrent les gens. On les fait confiance. On a vu des reportages en Corée du Sud où les étudiants qui sortaient de l'école ingénieurs, on les donnait des grands projets. Ils étaient sur le terrain avec les cahiers, avec les cours, hein, et ainsi de suite. Après, ils sont devenus des très grands aujourd'hui. Hein, et ils font tout parce qu'on les fait confiance. Et quand on vous fait confiance, vous sortez votre génie et vous commencez ainsi de suite, ainsi de suite. Chez nous, on n'a jamais fait confiance. Hein, regardez Polytechnique. Je vous dis que le Polytechnique a été créé en 1971. Jusqu'aujourd'hui, on ne fait toujours pas confiance. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi les gens sont si complexés? Moi, j'ai dit qu'ils ont le complexe du colonisé. Parce qu'ils pensent que les autres ne peuvent pas le faire. Pendant que les autres nous font confiance et nous envient. Il y a des Camerounais qui, aux États-Unis, qui sont en Allemagne, formés ici, occupent des postes très importants dans les grandes entreprises d'ingénierie. Et c'est l'information d'ici. Et les gens continuent à dire que la formation est mauvaise. Mais quand vous dites que la formation est mauvaise, investissez dedans. Parce qu'ailleurs, les privés investissent dans la formation. Parce qu'ils ont besoin de cette crème-là. Et ils les font confiance. Hein, si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, tous les jours, vous dites qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Comment vous allez savoir qu'il n'est pas bon? Mais il n'en demeure pas moins, professeur. Il n'en demeure pas moins qu'on a souvent, et vous-même, vous n'allez peut-être pas le contredire, constaté une inadéquation entre certains curricula dans nos institutions et les réalités pratiques professionnelles. Est-ce que cela n'est pas aussi un problème que nous pouvons voir de manière assez sensible? Ce qui est surprenant, c'est que souvent les gens disent ça, ils disent qu'il y a inadéquation et ils recrutent ces mêmes gens. Pourquoi ils les recrutent? Ça veut dire que c'est biaisé. Il peut y avoir l'inadéquation, mais on n'apprend pas tout à l'école. On apprend à l'entreprise. Quand moi, j'étais encore à l'école des ponts et chaussées, l'entreprise Razel est venue me recruter. J'ai dit bien, j'étais encore à l'école, ils m'ont recruté. Je n'étais même pas encore dans l'entreprise, on m'avait déjà donné mon plan de carrière, que je devais commencer, je devais aller en Algérie pour un grand projet où je devais seconder quelqu'un, et puis après quelques mois, je devais rentrer en France, travailler dans les bases où ils font du développement scientifique, et après, je devais rentrer au Cameroun sur un grand projet. Vous voyez, dès qu'on recrute quelqu'un, il y a son plan de carrière. Mais chez nous, on recrute, on ne sait même pas à quoi il va servir. Parfois, on recrute parce qu'un parent a dit que prends mon fils là. On le prend, on ne sait pas. D'abord, les gens ne savent même pas faire la différence entre un ingénieur et un technicien. Dans la plupart du temps, ils ne le savent même pas. Quand moi, je suis arrivé au Cameroun, je disais que je ne sais pas monter les parpaings, ce n'est pas mon rôle. Tout ça, ils ont dit, mais comment ça? Un ingénieur génie civil
qui ne sait pas monter. J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas fait la topographie. Ils disent, mais comment ça? Pourtant, à l'aéroport, c'est moi qui dirigeais les topographes. Quand vous voyez les poutres de 18 mètres de portée, avec des 2 mètres de hauteur, avec des choses très compliquées, portant des coques de 25 tonnes, espacées de 12 mètres, il fallait d'abord connaître la topographie, il fallait connaître comment calculer la structure, et comment vérifier que les ferrailles sont bien faits, comment vérifier que la mise en œuvre est bien faite. Mais rapidement, j'ai maîtrisé tout ça. Il y avait un ingénieur allemand qui me disait qu'il a conçu en Indonésie. Il a plus de 30 ans d'expérience. Moi, tout jeune qui vient de sortir de l'école, comment j'ai fait pour maîtriser toutes ces choses que parfois il arrive même, c'est moi qui lui montre comment faire. J'ai dit que non, je suis un ingénieur scientifique qui peut le plus, peut le haut. Donc, je comprends vite le principe. Alors dans ce cas-là, professeur Robert Zengwa, oui. Si aujourd'hui, pour rejoindre la question de Raoul Xavier, si aujourd'hui vous fallait, sur une échelle de 10, classer la qualité de la formation des ingénieurs au Cameroun, vous classerez cette formation à quel niveau? Non, je ne dois même pas faire un classement, ce ne serait pas honnête. Parce que je dis, dans toutes les écoles du monde, quand les gens sortent, ils ont un background. Vous allez prendre mon livre tout à l'heure, vous allez voir. Est-ce qu'un cours programmé pendant 60 heures même, quelqu'un peut maîtriser 20% de ce livre? Ce n'est pas possible. Donc, à l'école, on vous ouvre l'esprit. On vous montre que si vous faites comme ceci, voilà. Et quand vous sortez de l'école, j'ai toujours dit ça à mes étudiants, quand vous sortez, vous avez votre parchemin, c'est là où l'école commence. En fonction de ce que vous êtes en train de faire, vous allez étudier, vous allez développer vos connaissances, vous allez développer l'expérience sur le terrain et vous allez revenir pour compléter vos connaissances par tout ce que vous trouvez dans les ouvrages dédiés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut qu'on vous donne l'occasion. Si on vous recrute, vous êtes ingénieur, comme ils disent, ingénieur de conception, qui est un terme qu'on trouve seulement au Cameroun. On vous recrute, on vous met là et on vous fait vendre de la sardine. Mais vous n'êtes pas en train d'exploiter votre connaissance. Alors qu'on devait vous dire, concevez-nous une boîte de sardines qui va prendre très peu de matière parce que la conjoncture internationale est telle que si j'utilisais 20 grammes de matériaux, je ne peux utiliser que 15 aujourd'hui pour rattraper le prix. Et là, c'est un travail d'ingénieur. Alors, il nous souvient, professeur Robert Zengwa, parce que vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur ce segment de l'ingénierie. Il nous souvient que lorsque vous étiez encore doyen de la faculté de génie industriel, vous avez eu maille à partir avec l'ordre des ingénieurs du Cameroun sur à la fois ces curricula, mais aussi l'orientation que vous vouliez donner à ces ingénieurs que vous formiez. C'était quoi véritablement la pomme de Disport? J'avoue que j'étais un peu surpris. Parce que moi, je faisais partie d'un groupe de 120 universités africaines. Et il y avait dedans 300 experts venant du monde entier, de l'Afrique, de la Russie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine et d'Europe, qui travaillaient sur ce qu'on appelait Tuning Africa. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on voulait former de telle sorte que quand quelqu'un dit qu'il est ingénieur, n'importe où au monde, on reconnaît qu'il est ingénieur. Quand quelqu'un dit qu'il est médecin, n'importe où au monde, on reconnaît qu'il est médecin. Et là-dedans, il y avait une technique pour faire les programmes. Et cette technique commençait par faire d'abord un métaprofil pour dire qu'est-ce qu'on veut. On veut former qui? Pour faire quoi? Et en ce moment-là, on dit, OK, on veut qu'il fasse telle chose. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme connaissance de base? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme connaissance spécifique? Quel est le niveau de connaissance qu'il lui faut? Ainsi de suite. Et on faisait ces programmes-là. Et nous étions dans un atelier, j'étais dans l'atelier de génie civil. Le programme que j'avais fait ici, j'avais introduit, et tous les pays qui étaient là, même l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, le Kenya, beaucoup de pays, ils avaient introduit leur programme dedans. Et dans ce programme-là, on mettait ça, c'est-à-dire on auscultait le programme avec cette nouvelle technologie de fabrication de programmes. Et je peux vous montrer le livre, ou bien vous pouvez aller dans le net, vous tapez Tuning Africa. Vous allez voir dans ce livre, le Cameroun, c'est-à-dire le programme de la faculté de génie industriel, était le seul sur lequel on n'avait rien à dire. Mais qu'est-ce que l'ordre des ingénieurs vous reproche? Bon, eux, ils ont les données, ils savent pourquoi ils faisaient ça. Peut-être on ne se comprenait pas, parce que nous, avec le recteur à l'époque, on disait qu'on va former des ingénieurs de haut niveau. Mais il a quand même semblé un peu bizarre cette situation où le ministère de l'enseignement supérieur signait les diplômes de la faculté qui relevait de l'université de Douala et l'ordre des ingénieurs semblait contester
la qualité de la formation. Comment la situation a été résolue? Je vais vous donner quelques arguments qui vont vous permettre de réfléchir. Certains étaient restés dans le contexte franco-français. Ils disent qu'on ne forme pas les ingénieurs dans les facultés. Or, le contexte franco-français est unique parce que dans le monde entier, on forme les ingénieurs, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Russie et autres, on les forme dans les facultés. Donc, ils disaient que quand on dit faculté de génie industriel, on ne voyait pas le professionnalisme. Et le ministre avait opposé cet argument. Il dit que, mais comment? Hier, c'était CUS. Aujourd'hui, c'est faculté, institut les médecins. Et ils sont compétents. Quel est même le problème? Donc, j'avoue qu'il y avait des problèmes que moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne voulais pas dédier mes collègues et autres, tout ça. Mais j'avoue que... Peut-être que vous avez été, comme souvent, un peu trop rigoureux sur certaines choses. Bon, voilà. Je ne veux pas les dénoncer. Vous-même, allez faire vos propres enquêtes et voir si ce qu'on faisait hier et ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui est meilleur et autre. Moi, je ne peux pas le dire. Ce serait vraiment sacrifier mes collègues. Alors, quel est le souvenir quand même que vous gardez de ce passage à la faculté de génie industriel? Est-ce que vous avez des produits aujourd'hui, des étudiants, des ingénieurs que vous avez formés qui font votre fierté ou la fierté de ces curricula? Oui. Je suis très content de ce que j'ai fait. Parce que j'avais dit, notre rôle, c'est de démystifier l'ingénierie. Quand j'ai dit on va construire les bateaux, les gens ont dit quoi? Mais c'est pas possible, il est rêveur, c'est un fou. Aujourd'hui, Polytechnique ne fait que vanter le fait qu'il construit des bateaux. C'est moi qui ai financé d'abord ça. Avec mon cabinet, j'ai financé le premier. On a construit, on a mis dans le vouri. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui construisent de très bons bateaux. Mais malheureusement, toujours encore, le Cameroun ne les fait pas confiance. J'ai dit, si vous entrez dans mon cabinet, vous allez voir des plans de bateaux, des plans de beaucoup de choses qui résolvent des problèmes ici. On a même proposé ça dans un exposé et un colonel nous a dit que merde, écrivez à l'armée. L'armée est capable d'utiliser ça. Regardez, on a fait la guerre de Bakassi avec les pirogues creusées dans le bois, alors que vous avez la possibilité de construire des trucs très modernes, très rapides et autres. Et on a construit quelques-uns qu'on a présentés. Mais à chaque fois, on demande, on nous dit, mais vraiment, est-ce que vous avez les Blancs avec vous, tout ça? Vous voyez, c'est le complexe du colonisé. Si vous venez dans mon bureau, vous allez voir des plans de bateaux qui peuvent résoudre beaucoup de problèmes ici, aussi bien des circulations, des pêches et beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça dans beaucoup de domaines, y compris dans les domaines des structures et autres. Et mon livre en est un parfait exemple. Les autres l'utilisent pour construire des complexes très compliqués. Alors, est-ce qu'il y a quand même, quand on parle de la formation d'ingénieurs, et notamment d'ingénieurs de pointe, c'est très sensible, il y a aussi des risques de la qualité de la formation si elle est mauvaise. Est-ce que vous pourriez nous citer 2 ou 3 exemples de dangers auxquels on pourrait s'exposer si les ingénieurs seraient d'aventure mal formés? Oui, même les ingénieurs bien formés, il y a toujours un danger. Parce que quand vous sortez de l'école, vous avez le potentiel. Mais pour avoir de l'expérience, il faut qu'on vous encadre, qu'on vous montre le chemin. Ce qui se passe, c'est que la plupart de nos clients, maîtres d'ouvrage, ils prennent, quand ils vont vers un cabinet sérieux, le cabinet leur dit que pour mes études, ça va coûter tant. Ils disent non, mais c'est très cher ça. Pourquoi les études peuvent coûter aussi cher? Parce que dans leur mentalité, ils veulent voir plutôt du physique, du matériel et autres, tout ça. Alors, dès qu'ils partent voir un jeune qui dit que moi, je peux vous faire le plan, tout ça, avec l'étude à 400 000, alors que l'autre a dit 10 millions. Il dit non, c'est lui-là, mais vous voyez, vous êtes en train de me déranger. Vous voulez m'escroquer. Quelqu'un dit qu'il peut faire ça à 400 000, il est ingénieur. Et vous êtes ingénieur, vous dites que vous allez faire ça à 10 millions. Il donne à celui qui a fait 400 000, qui a demandé 400 000. Il n'a pas l'expérience. Et ils font, et on voit ce qui arrive là. Donc je dis que quand un ingénieur sort de l'école, on doit l'encadrer. Même s'il n'a pas été bien formé et qu'on l'encadre, il va compléter sa formation. Parce que c'est celui qui l'encadre, s'il est exigeant, il va le pousser à compléter sa formation. Donc je dis, le problème, c'est qu'on les utilise mal. C'est vrai que les formations ne sont pas identiques partout. Quand vous prenez les pays européens ou bien les États-Unis, quelqu'un qui est formé à MIT, que nous connaissons tous, n'est pas quelqu'un qui est formé dans une université quelconque. Parce que le niveau est très élevé là-bas, il y a beaucoup de choses. C'est des gens qui se projettent même dans l'espace, déjà dans les formations. Et ils font des choses qu'on peut utiliser dans des ingénieries très, très sophistiquées. Quand vous prenez la France que tout le monde connaît, ceux qui sortent des grandes écoles, ce n'est pas la même chose que ceux qui sortent dans les autres écoles. Je vais vous donner un exemple qui est mon cas. Oui. J'ai travaillé dans une entreprise où on dimensionnait, on faisait des modèles, des calculs de fondation de centrales nucléaires.
pour que ça puisse résister au séisme. Et moi, j'étais dans un programme à développer un nouveau modèle que mon prof, qui était directeur technique de cette entreprise, nous enseignait à l'école. Et il a trouvé que j'avais la capacité pour développer ça. Quand j'ai développé ça, j'ai fini. J'ai dit à mon prof que moi, je vais rentrer dans mon pays. Je voudrais aller dans le département de production où on va sur le chantier pour voir comment on a plié le fer, comment on a respecté les normes, tout ce qu'on a calculé. Ils ont dit que non, ils ne m'envoient pas là-bas. Si j'accepte, si j'insiste, ils vont baisser mon salaire. J'étais ingénieur. Et dans ce département, il y avait aussi des ingénieurs. Mais ils ont refusé que j'aille dans ce département, puisqu'ils disaient que je veux l'expérience pour rentrer au Cameroun, qui peut m'en servir. Moi, je ne vais jamais construire une centrale nucléaire au Cameroun. On redoutait le fait que vous transférez la compétence. Non, ce n'est pas ça. Ils voyaient que si je n'ai pas dans le département où on travaille, on produit là, eux, ils perdent. Parce que moi, j'étais dans le département où on développe les nouvelles théories et ça demandait des mathématiques très sophistiquées pour calculer, pour mettre ces modèles en place. Votre apport à ce niveau était plus utile pour était plus utile que d'aller voir comment on plie le fer, comment on calcule, comment on transporte ça, comment on met. Voilà, le professeur Robert Zengwa. Nous allons prendre la dernière dorsale de cet échange que nous avons voulu consacrer à votre dernier ouvrage. Vous en avez d'autres. Le dernier que vous avez mis sur l'espace public il y a à peine un mois, modèle de plaques et de coques. Ces modèles, vous dites, entendent révolutionner les conceptions modernes. De manière très concrète, comment cet ouvrage que vous proposez peut-il innover dans le rapport qu'il a avec les constructions modernes comparé à ce qui se faisait avant? Bon, je voudrais d'abord dire que ce document ne s'applique pas à n'importe quelle construction. C'est des constructions de pointe qui demandent un niveau de raisonnement assez élevé. Pour être très concret, justement, pour nos téléspectateurs qui ne sont forcément pas des praticiens, des ingénieurs, je vous dis, qu'est-ce que vous dites en des termes très simples dans cet ouvrage? Des termes très simples. Et comment ça peut impacter le développement, le quotidien de nos compatriotes? Il faut qu'on sache d'abord ce qu'on appelle plaque et ce qu'on appelle un coque. Si vous prenez le tablier d'un pont, c'est une plaque. Si vous prenez le plancher de votre maison, c'est une plaque. Si vous prenez les dômes des toitures, comme on a vu dans nos stades, c'est des coques. Si vous prenez le coque d'avion, des navires, que ce soit le sous-marin, que ce soit un engin spatial, un missile, n'importe quoi. Compris pour plaques et pour coques. Donc, voilà, donc c'est ça les plaques et coques. Et pour vous rappeler, ce que les gens ont commencé à construire depuis l'Antiquité, ils avaient des grosses structures. Quand vous voyez la pyramide, vous allez là, vous prenez une pièce, ça fait 1,5 mètre sur 1,5 mètre sur tout comme les bateaux romains. Voilà, donc c'était très lourd. Et avec ça, on ne pouvait pas avoir assez d'espace à gérer. Donc il a fallu commencer à faire des constructions avec des structures minces pour pouvoir faire, par exemple, quand vous prenez un avion de 13 mètres de diamètre ou bien de 30 mètres de diamètre, il y en a déjà de ce genre de sous-marins avec 30 mètres de diamètre. Et c'est juste comme une coque comme ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de poteaux et autres, tout ça, et ça tient. Alors comment on arrive à faire tous ces genres de structures? Quand vous prenez les Chinois, vous avez parlé des Chinois tout à l'heure, ils construisent déjà des routes sous-marines, c'est-à-dire des ponts sous-marins qui sont dans la mer, et c'est des coques qui vont traverser le continent pour aller dans les îles. C'est des coques, c'est très sophistiqué. Ou des ponts très haut suspendus. Oui, des ponts très haut suspendus. Comme le disait Raoul Xavier tout à l'heure. Ça demande un calcul et des modèles très sophistiqués. Et les gens ont commencé à mettre ces modèles depuis 1840. Ils ont amélioré petit à petit avec toutes les difficultés, ainsi de suite, ainsi de suite. Même quand j'étais à l'école, les modèles qu'on nous a enseignés, il y avait des problèmes. Même dans les centrales nucléaires, il y avait certains problèmes que nos enseignants nous disaient que les modèles qu'ils ont ne permettent pas de connaître un certain nombre de choses là-dedans. Or, pendant que j'ai enseigné pendant de nombreuses années, je me suis attaqué à ce genre de problèmes. Et j'ai apporté beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes qu'on disait même des problèmes ouverts. C'est-à-dire que des problèmes qui sont ouverts aux experts, aux chercheurs dans le monde. Vous nous en citez un ou deux de ces projets auxquels vous avez apporté des solutions au Cameroun, là, pratiquement? Non, au Cameroun, non. Est-ce qu'on construit comme ça? D'ailleurs, même si on a construit comme ça, on va appeler les Européens. S'ils viennent dire là que moi, je peux construire ça, on va dire comment lui... Dans quel pays vous l'avez fait, par exemple? Non, je dis que les gens utilisent ce que j'ai fait. Je ne veux pas aller construire chez eux. Moi, j'ai fait ça pour le Cameroun. Par exemple, lorsqu'on fait des grands calculs des structures de coques, qui sont peut-être, par exemple, des barrages. Vous voyez, quand je prends un barrage voûte par exemple, vous voyez, sur la tête du barrage, vous allez avoir pratiquement 20 mètres. Mais la notion de calcul,
on va dire que c'est une coque parce qu'il y a un certain rapport. Mais on reconnaît qu'il y a des difficultés à mesurer ce qui se passe à l'intérieur, à l'épaisseur. Et moi, j'ai apporté ces solutions-là. Autrefois, les gens tâtonnaient. Maintenant, avec une mathématique suffisamment poussée, j'ai apporté la solution. Et les gens sont contents parce que mon éditeur, quand il a vu mon manuscrit, il m'a dit « Waouh, on a beaucoup de problèmes que ça va résoudre. On a beaucoup de problèmes. » C'était d'abord en français. Il m'a dit « Non, on ne peut pas publier ça en français. Ça va limiter le public. » J'ai passé 1 an à traduire tout en anglais. Et quand j'ai fait le document, je leur ai donné, ils m'ont dit « Mais le niveau est très élevé. Essayez de baisser encore un peu. » Baisser par rapport à quoi? Ils disent que... Et ils me demandent « Les étudiants camerounais comprennent ça ?» J'ai dit, mais comment c'est les cours que j'enseigne à l'université depuis de nombreuses années. Et vous avez donc des exemples de vos étudiants camerounais? Oui, il y en a qui travaillent loin. Il y en a qui ont fait les tests. Avec je veux dire, des cas pratiques de solutions? Oui, à l'étranger, oui. Il y en a qui travaillent dans la construction de la centrale nucléaire de Londres. Ils m'écrivent tous les jours. Ils m'appellent. Ils disent qu'ils utilisent mes cours. Il y en a qui sont aux États-Unis qui ont fait une thèse à MIT. Ce n'est pas n'importe qui va à MIT préparer une thèse. Ça veut dire qu'il a un background. Il y en a qui m'ont appelé, venant de la France, qui n'ont même pas fréquenté chez moi, qui voulaient que je les recommande pour le Canada parce qu'il y avait un laboratoire qui cherchait des chercheurs qui devaient payer à 4 000 euros, non, 4 000 $, pardon, le mois, parce qu'ils devaient avoir certaines connaissances que j'ai enseignées ici, qu'au Canada, ils cherchaient. Ils voulaient implémenter. Voilà, ils cherchaient des étudiants qui ont ces connaissances-là pour faire les thèses là-dessus. Très bien. Donc, vous voyez, chez nous, on ne peut pas me faire cette confiance. Très bien, professeur Robert Zengwa. Vous avez toujours la parole directe et surtout sans langue de bois. Et comment on va sortir de cet entretien? Je voudrais vous poser une question simple. L'avenir de l'ingénierie dans notre pays, comment vous l'entrevoyez? Quelles opportunités et perspectives pour les jeunes? Que diriez-vous sur ce cas? Je dirais qu'il faut que notre système de gouvernance change. Il faut qu'on fasse confiance aux enfants que nous formons. Il faut qu'on leur donne l'opportunité. S'ils sont mal formés, on va les trouver là-bas qui sont mal formés. Mais je dis, être mal formé, ce n'est pas le problème. Quand on recrute un jeune, il faut qu'on lui définisse un plan de carrière où on va l'encadrer pour qu'il s'améliore. Donc, l'avenir d'ingénieur dépendra de ce que les gouvernants voudraient. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les gens. Nous avons des ressources capables de faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais on ne les fait pas confiance. Et on ne les met pas dans un canevas où on va les encadrer. On dit maintenant, le champ est ouvert, créez vos entreprises. Vous pouvez créer quelle entreprise qui un enfant qui sort de l'école, qui va lui faire confiance? Les conditions pour le financement, ce n'est pas possible. Il faut que l'État change de paradigme, que l'État crée des grandes entreprises où on va recruter des gens qui vont faire preuve d'intelligence, de leur génie. Après, quand ces entreprises vont grandir, ces différents génies qu'on a développés là-dedans, ils vont partir ailleurs et ils vont créer des structures qui vont soutenir notre développement. D'accord. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, professeur Robert Zengwa, d'avoir accepté cette sollicitation. Et en toute franchise, vous vous êtes exprimé. Nous espérons en tout cas que nos téléspectateurs auront su apprécier votre vision sur l'ingénierie. Merci encore d'avoir été à ce rendez-vous. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc au terme de cette autre édition de votre rendez-vous en toute franchise. Nous étions avec le professeur Robert Zengwa, l'ancien doyen de l'ex-faculté de génie industriel de l'université de Douala. Il est un mathématicien féru de mathématiques, bien évidemment. C'est un ingénieur de pont et chaussée, c'est un universitaire, c'est un encadreur, c'est un homme de l'industrie, tout au moins dans la pratique industrielle sur les infrastructures. Merci de nous avoir regardés. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à toute la rédaction, notamment Marivonne Dongo, Bertrand ici, qui nous ont accompagnés dans la préparation de cette émission. À Yann Chamda, qui a donc assuré aussi la préparation technique. Rodrigue à la mise en onde. Ulrich, bref, toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et quant à vous, nous vous disons bonsoir. Prenons rendez-vous pour une autre édition de votre programme en toute franchise avec le même plaisir sur les mêmes antennes.